c'est pas du tout sexuellement transmissible et c'est pas transmissible tout court. C'est simplement des fois, il y a une prédisposition familiale et puis il y a votre mode de vie, c'est-à-dire est-ce que vous consommez beaucoup d'alcool, est-ce que vous mangez très épicé, tout ça, ça peut jouer et favoriser. L'hygiène de vie est importante. Le transit également, parce que quelqu'un qui a une constipation sévère et qui passe une demi-heure ou 3/4 d'heure sur les toilettes, évidemment, ça va exercer une pression et donc ça va favoriser la maladie hémorroïdaire. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, et comme vous le savez, on le répète souvent, il n'y a pas de tabou en santé. Mon invité ce matin, c'est le docteur William Bérébi. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Vous êtes gastro-entérologue, hépatologue, et alors est-ce que je peux dire proctologue ? Oui aussi, oui. Proctologue, c'est la spécialité de l'anus. Bon, c'est pas mon tropisme principal, mais bien sûr, je suis proctologue. Tout gastro-entérologue est potentiellement proctologue aussi. D'accord. Je dis ça parce que nous allons parler des hémorroïdes et les autres pathologies anales ce matin. Qui est le docteur de toutes ces pathologies ? Le proctologue. Oui, en première intention. Ouais. Proctus, du latin, et donc effectivement c'est le gastro-entérologue. Le médecin généraliste, il est parfois consulté en première ligne, d'ailleurs assez souvent, où le patient il va des fois chez le pharmacien pour des douleurs ou des démangeaisons, et puis il va avoir un traitement de première ligne. Mais le vrai diagnostic, si vous voulez, c'est l'examen proctologique qui va permettre vraiment de regarder et de faire le diagnostic précis. Et proctus, donc, on a parlé du latin, ça veut dire quoi ? Rectum. Rectum, bien. Alors, comme ça, on parle latin pour toute la journée. En matière d'hémorroïdes, les gens qui vont, parce que vous parliez du pharmacien, et c'est ça qui me fait penser à cette question, les gens qui vont chez le pharmacien en disant, voilà, je voudrais une pommade, une crème pour des hémorroïdes, finalement, l'automédication, elle existe beaucoup en la matière. Elle existe beaucoup, et des fois, elle est pas obligatoirement pertinente. Parce que si vous voulez, par exemple, prenons l'exemple des saignements. Quelqu'un a des saignements, son premier réflexe, ça va être d'aller à la pharmacie, de demander une crème ou un suppositoire. Et des fois, c'est pas du tout des hémorroïdes. Alors, le pharmacien va lui donner, dans la très grande majorité des cas. Mais comme la personne a vu la pub à la télé, parce qu'il y a quand même pas mal de pubs sur le sujet, il se dit, je vais aller chez le pharmacien pour demander quelque chose contre les hémorroïdes. C'est ça. Et normalement, le pharmacien lui dit, écoutez, consultez aussi un gastro-entérologue ou votre médecin. Le patient le fait pas toujours, évidemment. Et des fois, ça peut être une source d'erreur, puisque des patients qui saignent peuvent en fait avoir des fois une tumeur du côlon ou du rectum et errer un petit peu comme ça pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, il faut être méfiant, notamment sur les saignements, et consulter rapidement pour explorer un petit peu les choses. Alors, finalement, des hémorroïdes, tout le monde en a. Alors, pas tout le monde, mais c'est fréquent, surtout après 50 ans. C'est à peu près 30 à 50% de la population après 50 ans. Alors, tout le monde n'est pas symptomatique. Ou alors, c'est ma question qui est mauvaise, c'est tout le monde a des veines hémorroïdaires. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand on dit j'ai des hémorroïdes, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Tout à fait. Dans la physiopathologie, il faut comprendre que tout le monde a des artères hémorroïdaires. Les artères hémorroïdaires sont les artères qui vont vasculariser le canal anal, le canal de l'anus. Et quel est leur rôle, en fait ? Le rôle, c'est d'apporter de l'oxygène. Comme vous avez des artères coronaires qui apportent de l'oxygène au cœur, eh bien, vous avez des artères qui vont amener l'oxygène au niveau du canal anal. Donc ça, c'est normal. Par contre, chez certaines personnes, ces artères vont se dilater. C'est plutôt des pelotons, d'ailleurs, artério-veineux, et ça va se dilater. Et à ce moment-là seulement, ça va entraîner des symptômes, douleurs, saignements, démangeaisons, etc. Donc, les artères hémorroïdaires, tout le monde les a, mais tout le monde n'a pas des hémorroïdes. Voilà. Ce qu'on peut appeler la maladie hémorroïdaire. La maladie hémorroïdaire, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les hémorroïdes. J'en parlais ce matin avec Kim qui me disait le problème des hémorroïdes, c'est que quand on a, c'est chaud. Mais l'image parlera à tout le monde. Oui. Il y a cette idée que ça s'attrape, les hémorroïdes. Alors, comment ça s'attrape, les hémorroïdes ? Alors, ça s'attrape pas. C'est une question, effectivement, que j'ai en consultation. C'est pas du tout sexuellement transmissible et c'est pas transmissible tout court. C'est simplement, des fois, il y a un terrain un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition familiale,
ça c'est vrai, c'est-à-dire que si les parents en ont, vous avez plus de probabilité d'en avoir. Et puis, il y a un petit peu votre mode de vie, c'est-à-dire est-ce que vous consommez beaucoup d'alcool, est-ce que vous mangez très épicé, tout ça, ça peut jouer et favoriser. L'hygiène de vie donc est importante dans cette... L'hygiène de vie est importante. Le transit également, parce que quelqu'un qui a une constipation sévère et qui passe une demi-heure ou 3/4 d'heure sur les toilettes, c'est quelque chose qu'on voit d'une façon non exceptionnelle, évidemment, ça va exercer une pression et donc ça va favoriser la maladie hémorroïdaire. Est-ce qu'il y a un lien avec les varices, par exemple ? Aucun. Ça, c'est une question aussi fréquente. Oui, parce qu'on dit souvent que c'est les varices de l'anus. Donc, Non, c'est pas. Alors déjà, les varices, c'est des veines. Alors les hémorroïdes, c'est plutôt des artères. Et puis il y a aucun lien, c'est-à-dire que le fait d'avoir des varices au niveau des membres inférieurs ne fait pas que vous avez plus de risque d'avoir une maladie hémorroïdaire. Alors quelles sont les différentes sortes d'hémorroïdes qui existent, docteur Bérébi ? Alors les hémorroïdes principales dont on parle, la maladie hémorroïdaire, ça va être les hémorroïdes internes. Ça va démarrer à l'intérieur. Mais il y a une complication qui est la thrombose hémorroïdaire, en général externe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un caillot se forme dans l'hémorroïde ou un hématome, et à ce moment-là, ça va faire une grosse boule, vous savez, cette grosse boule douloureuse que beaucoup de gens connaissent, au niveau de l'anus qui va sortir, et là, à ce moment-là, le patient va consulter en général assez vite, parce que ça fait quand même très mal. Ouais. Quand on parle de thrombose et de caillots, on se dit, mais est-ce que ça peut remonter ? Remonter dans le reste du corps, pour faire une thrombose non. Ah non, pas du tout. Non, alors là non plus. Là, on est dans un caillot qui reste localisé. Alors, faut bien avoir ça à l'esprit. C'est qu'en fait, la maladie hémorroïdaire, c'est très localisé. Il n'y a pas de connexion avec le reste du système vasculaire. Donc, le fait d'avoir des hémorroïdes, le fait d'avoir une thrombose ne vous expose pas à un risque plus élevé de thrombose ailleurs. Ça, c'est très important. Ça ne peut pas s'étendre. C'est pas comme une phlébite, si vous voulez. Par exemple, une thrombose veineuse superficielle, donc ce qu'on appelle phlébite dans le langage courant, ça peut remonter jusque la cuisse, et voire plus haut, et la veine cave, et là c'est très problématique. Les hémorroïdes, il n'y a pas du tout ce risque-là, donc soyez rassurés, si vous avez des hémorroïdes et même une thrombose, vous risquez rien de particulier, à part les symptômes et la douleur. Et alors quand on parle d'hémorroïdes externes, ce qui fait peur aux gens, c'est le risque de cancer. Alors, là non plus, il n'y a pas du tout de risque de cancer dans la maladie hémorroïdaire. Zéro. Donc, d'avoir des hémorroïdes ne favorise pas le cancer. Par contre, effectivement, il faut que le médecin et le gastro-entérologue en particulier examinent et s'assurent que ce n'est pas autre chose, parce que dans les diagnostics différentiels d'une boule, on va dire, de l'anus, il y a effectivement le cancer anal qui existe. Bon, c'est une pathologie beaucoup plus rare, évidemment, et qui touche des sujets beaucoup plus âgés, après 70, 75 ans, voire 80 ans. On ne peut pas les confondre avec des hémorroïdes, en fait. À l'examen, non. Ouais, non. À l'examen, pour un médecin, c'est impossible à confondre. Le patient, il peut ne pas se rendre compte, évidemment. Bien sûr. Il sent une boule et il s'inquiète, c'est normal. Mais à l'examen proctologique, non. On est sûr du diagnostic. Qu'est-ce qui se passe, donc, et si on parle d'hémorroïdes externes, si on ne la traite pas, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'elle disparaît ? Elle disparaît ou pas ? Alors, si on la traite bien, elle va... Donc, il y a deux manières de la traiter, une thrombose hémorroïde externe. On peut l'exciser, c'est-à-dire qu'il y a une grosse boule, on va faire une petite anesthésie locale et on va ouvrir au centre du caillot et l'extraire. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant 3 à 7 jours, de manière à dégonfler, puisque la particularité de la thrombose, c'est que le caillot, ça représente un petit volume, mais autour, il y a un gros œdème. Et c'est ça qui fait mal, en fait, c'est l'œdème, le gonflement, la réaction inflammatoire. Donc on va dégonfler ça avec des anti-inflammatoires. Ensuite, l'évolution, c'est quoi ? C'est que ça va se réduire, et ça peut, surtout si c'est pas traité, d'où l'intérêt de traiter et de pas laisser évoluer, parce que ça va finir, dans la très très grande majorité des cas, par disparaître, mais ça peut laisser une séquelle qu'on appelle, c'est un repli de peau, repli cutané, qu'on appelle une marisque, et ça peut être gênant parfois. Une marisque. Marisque. D'accord. M-A-R-I-S-Q-U-E. Alors, en cherchant, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai vu qu'il y avait aussi des traitements à base de cryothérapie ou quelque chose comme ça, docteur Bérébi. Alors, donc, la thrombose, on en a parlé. C'est par le froid, là, dans ces cas-là. C'est ça. Ouais. Donc, lorsque quelqu'un a des hémorroïdes internes, standard, entre guillemets, on va lui donner des suppositoires, des crèmes, des vénotoniques. En revanche, si on veut faire un traitement de fond, c'est-à-dire qu'on a des hémorroïdes déjà grade un peu évolués, on va dire, si on ne fait pas de traitement de fond, ça va récidiver, ça va gêner le patient d'une façon récurrente, et le risque, c'est qu'au bout de quelques années, voire dizaines d'années, il soit obligé de se faire opérer.
Et donc là, c'est là qu'on va être amené à poser l'indication d'un traitement de fond. Traitement de fond, ça veut dire traitement qui vise pas uniquement à soulager, mais un traitement qui va viser à réduire la taille des hémorroïdes. Vous voyez la différence. D'accord. Et là, l'opération, elle consiste en quoi alors ça, c'est après. Alors, le deuxième stade, c'est ce qu'on appelle les thérapeutiques instrumentales, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'infrarouge, ça marche très bien. Donc, c'est une sonde infrarouge qu'on va appliquer sur les hémorroïdes pour les réduire. On peut faire des ligatures, c'est-à-dire mettre un élastique autour de l'hémorroïde pour un petit peu, en quelque sorte, la nécroser. D'accord ? Et donc, l'élastique reste ? L'élastique, il va tomber, le patient ne va pas s'en rendre compte, et ça va ischémier, si vous voulez, ça va faire garrot, et l'hémorroïde va s'éteindre, va mourir en quelque sorte, puisqu'elle n'aura plus d'apport d'oxygène. Elle est plus alimentée. Exactement. Et on peut compléter ça, faire ligature cryothérapie, c'est-à-dire en plus appliquer du froid sur le paquet hémorroïdaire. Donc ça, c'est une technique instrumentale qui marche très bien. Et puis après, dans les formes les plus évoluées, c'est-à-dire ce qu'on appelle 3 ou 4, ça veut dire le patient a des hémorroïdes qui sont à l'extérieur, en permanence, dans le grade 4, c'est-à-dire qu'il ne peut plus les faire rentrer, même avec le doigt. Donc là, c'est très gênant, évidemment, puisque ça soigne, ça fait mal, ça gêne. Et là, en général, c'est la chirurgie, le traitement chirurgical. D'accord. Voilà un peu c'est pas glamour, mais de toute façon, la santé, c'est pas toujours glamour. Ce qui est important, c'est d'en parler. C'est pas tabou, faut pas que ce soit tabou. Oui, mais vous savez très bien que, et vous savez, en termes d'hémorroïdes, il y a énormément de gens qui ne consultent pas, et c'est la majorité qui ne consulte pas, compte tenu de la région où ça se situe, et toutes les rumeurs qu'il y a de examens, blablabla, donc les gens, ils ne consultent pas. Dans les études, qui valent ce qu'elles valent, parce que c'est pas obligatoirement représentatif, mais on considère que sur l'ensemble des gens qui ont une pathologie anale, il n'y en a que 30 à 40% qui consultent. Donc très peu. Donc il faut consulter parce que des fois, vous pouvez passer à côté d'un polype, d'un cancer du côlon, d'un cancer de l'anus, etc. Donc il ne faut pas hésiter. Alors là, on a parlé des hémorroïdes externes. Il y a autre chose maintenant, ce sont les saignements. Alors là, vous êtes un peu plus radical là-dessus, dire c'est ça qu'il ne faut pas laisser passer, les saignements. Voilà, alors ça c'est un message extrêmement important, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est que on voit régulièrement des patients qui saignent, qui s'automédiquent, par exemple, et qui en fait ne consultent pas un gastro-entérologue. Alors, notamment quand vous avez plus de 35-40 ans, et a fortiori, si dans la famille il y a eu un cas de cancer du côlon, eh ben, si vous n'allez pas consulter, vous n'aurez pas de coloscopie. Or, souvent, les patients qui saignent et qui ont un antécédent familial, eh ben, on leur trouve un polype du côlon, voire dans les cas les plus graves, sans vouloir inquiéter personne, mais c'est de l'information, un cancer du côlon. Donc le sang, ça doit aboutir à une consultation auprès du gastro-entérologue, à une coloscopie. Si vous avez plus de 40 ans, ça doit être systématique en fait. Et c'est ce que j'explique en consultation aux patients, c'est que c'est pas parce qu'on voit des hémorroïdes, même à l'examen proctologique, que la cause des saignements se situe là. Donc il faut être extrêmement, on va dire, systématique. Plus de 40 ans saignement égale coloscopie. C'est aussi simple que ça et ça évite de gros ennuis. On dit que c'est aussi une pathologie de la femme enceinte. Pourquoi, docteur Bérébi ? Alors parce qu'il va y avoir des modifications, ça vous aura pas échappé, des modifications hormonales, et ces modifications hormonales vont augmenter le débit vasculaire dans l'ensemble de l'organisme, puisqu'il faut alimenter le placenta notamment. Donc il y a une espèce de phénomène de dilatation vasculaire dans l'organisme, et notamment sur la partie hémorroïdaire. Deuxième raison, c'est qu'au moment de l'accouchement, du travail, elle va pousser énormément, et le fait de pousser, ça va entraîner une anomalie vasculaire aussi, et ça déclenche la fameuse thrombose hémorroïdaire, qui est très fréquente en postpartum, chez la femme enceinte qui a accouché, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours pris en charge. Alors je sais parce que j'en ai déjà parlé avec vous et que vous êtes un grand consommateur de harissa, docteur Bérébi. Oui, j'aime bien ça, c'est vrai. On dit des hémorroïdes que c'est la maladie des gens qui aiment manger épicé. Alors est-ce que finalement ça a un lien de manger épicé, ou alors c'est parce qu'on a déjà des hémorroïdes et qu'on mange épicé que ça fait mal? Voilà, c'est pas la harissa elle-même qui va générer la maladie hémorroïdaire, mais c'est un facteur aggravant, tout comme l'alcool et le café. Ouais. Donc si vous avez une propension à développer une maladie hémorroïdaire et qu'en plus vous buvez du café, de l'alcool et puis vous mangez très épicé, évidemment ça va aggraver et ça va accélérer votre maladie hémorroïdaire. Mais ça suffira pas à déclencher en soi la maladie hémorroïdaire. C'est pas ça qui déclenche, mais c'est un facteur aggravant. Aggravant au niveau de la douleur. Facteur accélérateur. Piment, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme le café et l'alcool.
Le poivre, tout ça, tout ce qui est Non, épice, ça oui, pas non, de. ça va. Non, on vide pas le poivrier dans le plat quand même. Il y a cette idée que finalement, quand on a des hémorroïdes, c'est pour la vie, docteur. Est-ce que c'est vrai ou finalement on peut s'en débarrasser définitivement? Alors, on peut s'en débarrasser définitivement si on se fait opérer, mais on n'opère que les patients qui ont des hémorroïdes importantes, grade 3 ou 4. Mais dans la majorité des cas, on arrive à vivre avec. C'est-à-dire que si on fait un bon traitement instrumental, infrarouge, ligature, le patient va vivre normalement et puis il va revenir peut-être au bout de 5 ans, 10 ans et puis il faudra refaire un autre traitement. Mais voilà, c'est pas un handicap si vous voulez. Mais dire on va les enlever, c'est un abus de langage puisque en fait les artères elles sont dilatées, elles vont rester dilatées. Mais on peut réduire les conséquences de l'inflammation et puis 2, l'évolution de cette taille justement et stopper la progression en volume au cours des années par des techniques instrumentales type infrarouge ou ligature. Je rappelle ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sans gravité les hémorroïdes. Sans gravité. Sans gravité. Voilà, faut être complètement rassuré. C'est inconfortable à vivre, c'est très invalidant pour ceux qui en souffrent. Ouais, très invalidant à des degrés divers. Il y a des gens qui sont un peu gênés une fois par an, ils vont avoir un petit souci. D'autres, ça va être plus fréquent. D'autres, ça va être tous les 3 ans. Donc, il n'y a pas de règle en fait. C'est très fluctuant et variable d'une personne à l'autre. Donc, les hémorroïdes, c'est pas grave. Mais par contre, le message, c'est le saignement. Ne l'attribuez pas à vos hémorroïdes sans vous être assuré que dans votre côlon, il n'y avait pas de polype. C'est ça qu'il faut retenir en priorité. C'est ça très, très, très important en dépistage. Quel lien ça a avec la circulation du sang? Alors, il n'y a pas de lien direct. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand vous avez des varices, comme je le disais tout à l'heure, vous n'aurez pas plus de risque d'avoir une pathologie hémorroïdaire. C'est pas un problème de circulation sanguine, c'est ça que je voulais dire. C'est pas un problème de circulation sanguine. Ça reflète pas un dysfonctionnement vasculaire quel qu'il soit, ni le risque d'avoir des problèmes ailleurs, une phlébite ou un problème coronaire. Les hémorroïdes, il faut bien comprendre que c'est une distribution vasculaire très localisée et qui est en quelque sorte autonome. Donc c'est déconnecté des autres organes. Alors, je pense aux coureurs du Tour de France et à tous ceux qui vont au travail en vélo, qui font beaucoup de vélo, beaucoup de scooters. Est-ce que justement la pratique de ces sports-là, ça favorise l'apparition d'hémorroïdes ou pas du tout? Alors ça aggrave aussi, c'est comme un petit peu le café, l'alcool. La position assise très longtemps, c'est évidemment pas quelque chose d'idéal lorsqu'on souffre d'hémorroïdes. Alors si on souffre d'hémorroïdes d'emblée, ça aggrave bien évidemment, et ça peut, alors là les études c'est difficile de dire exactement parce que c'est impossible d'avoir des données précises, mais on peut imaginer que d'être assis très longtemps, type cycliste, ça puisse jouer un rôle. Dans la prise en charge médicamenteuse, qu'est-ce qu'on a comme arsenal thérapeutique? Alors on va utiliser les anti-inflammatoires en cas de thrombose, on va utiliser les vénotoniques, donc quelque chose qui va un petit peu doper le drainage vasculaire des hémorroïdes. On va utiliser des suppositoires et de la crème. Donc ça, c'est dans les hémorroïdes standards, on va dire. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a une célèbre crème pour hémorroïdes qui est utilisée à Hollywood pour les cernes sous les yeux. Oui, j'ai vu ça il y a un an, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Alors il y a les plantes aussi qui peuvent être utilisées. Il y a l'amamélis, il y a le petit hou et il y a le ginkgo biloba qui sont des plantes. D'ailleurs, il y a des médicaments qui s'appellent le Ginkor, pour pas le citer, qui est fait à base de ginkgo biloba. Donc il y a les plantes aussi pour ceux qui aiment utiliser les plantes, qui ont une vraie efficience et un vrai intérêt dans la maladie hémorroïdaire et qui peuvent être utilisées. Bon, les 3 que vous venez de citer donc fonctionnent. Oui. Alors moi j'ai vu la vigne rouge. Vous l'utilisez pas, vous, la vigne rouge? Non. En tout cas, j'ai vu plusieurs naturopathes disent que c'est la star des hémorroïdes. En tout cas. Alors oui, les naturopathes ils font ce qu'ils veulent, mais ce que je veux dire, voilà, il y a à boire et à manger, comme on dit, si je puis me permettre. Donc en fait, faites ce que vous voulez par rapport au sujet. Mais... Donc si vous voulez, les 3 plantes qui ont été étudiées par les gastro-entérologues dans des études, c'est celles que j'ai citées: amamélis, petit hou et ginkgo biloba. Donc là, on a des études. Donc moi, j'utilise, si vous voulez, par principe, je suis médecin, donc je ne vais pas m'amuser à prescrire des choses pour lesquelles j'ai pas de preuves scientifiques. Donc quand j'en ai, j'utilise. Donc ces 3-là, on peut les utiliser. Il y a des preuves scientifiques et il y a des études cliniques là-dessus. Et votre star, le psyllium? Alors le psyllium, voilà, c'est une plante, bien évidemment, qui marche très bien, notamment contre la constipation. Et la constipation, c'est très souvent lié aux hémorroïdes, comme vous le savez. Donc en fait, dans la prise en charge des patients hémorroïdaires... C'est quoi le lien? Alors le lien, c'est que le fait de pousser, ça va favoriser évidemment
la pression au niveau du canal anal et donc de ces fameuses artères hémorroïdaires. Et donc c'est très important de régulariser le transit. Et j'utilise beaucoup le psyllium et ça fait partie du traitement, effectivement. Quand on parle de ces fameuses crèmes et pommades hémorroïdaires, elles traitent, c'est pas des traitements de fond, hein, ça traite juste le symptôme. Symptômes. C'est juste pour soulager la douleur ou la démangeaison et puis aussi les saignements. Mais ça remplace pas les traitements de fond, bien sûr. On va parler d'autres pathologies qui sont dans cette région de l'anus et qui donnent des douleurs. Il y a ce qu'on appelle donc la fistule anale. Fissure. Il y a la fistule aussi. Oui, mais beaucoup plus rare. C'est pas la même chose. J'ai vu que Louis XIV souffrait de fistule anale. Tout à fait. Et que c'était une horreur parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les anti-inflammatoires. Tout à fait. Et à l'époque, c'était les cordonniers. Il n'y avait pas de médecin. Et si vous voulez, c'était les cordonniers qui faisaient un peu les soins. Et il souffrait énormément de cette fistule. Et il a eu l'idée, le cordonnier, de mettre quelque chose pour drainer. C'était un fil, en fait, de fer. Et ça l'a soulagé merveilleusement bien. Et du coup, le cordonnier a été promu à des postes beaucoup plus élevés. Donc oui, effectivement, c'est la fistule anale. Mais ça, c'est beaucoup plus rare que la fissure. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une fissure anale ? Alors, la fissure, c'est une déchirure qui va se localiser vers l'extérieur, au niveau de ce qu'on appelle la marge anale. Et donc, c'est caractéristique. Alors, ça survient souvent chez des personnes qui vont avoir la diarrhée ou la constipation, donc un trouble du transit, en fait. Et ils vont, à force de pousser ou par la répétition des selles, créer cette plaie. Donc, c'est comme une petite plaie au niveau de l'anus. Et là, la particularité, c'est que cette douleur, elle va être au moment de la selle, donc ce qu'on appelle perte défécatoire, et avec un rythme à 3 temps, c'est-à-dire le patient a mal en allant à la selle, ça va s'arrêter et ça va reprendre un petit peu après. Donc ça, il suffit de faire un examen proctologique de base, c'est-à-dire l'inspection de la marge anale, on va voir la fissure, et là, on va traiter la fissure. Donc, elle se voit. Elle se voit. Donc, de l'extérieur. Quelle est la cause de cette fissure ? Souvent un trouble du transit. D'accord. Alors, ça disparaît tout seul ou pas ? Ou alors il n'y a pas d'autre solution que de... J'essaie de négocier avec vous parce que j'évite l'examen, mais est-ce qu'il y a une chance pour que ça disparaisse tout seul ? Alors, je vous rassure déjà, l'examen... Dans une fissure, on va rien mettre à l'intérieur de l'anus, puisque c'est ça qui vous angoisse. La fissure... qui nous angoisse peut-être à peu près tous. Ouais, vous n'êtes peut-être pas le seul, voilà. En effet. Donc, la fissure, la particularité, c'est qu'on va le voir tout de suite. On va juste écarter les plis, on va voir la fissure. Donc, on n'ira pas plus loin, puisque aller plus loin, ça ferait mal au patient, si vous voulez. Donc, on va s'arrêter là. Donc, c'est un examen qui est simple et le diagnostic est facile. Après, on va traiter, une fois qu'on a fait ce diagnostic de fissure, donc il faudra régulariser le transit, ça c'est très important aussi, avec du psyllium ou du PEG, vous savez, ces produits qui sont à base de la préparation de la coloscopie, hein. C'est les mêmes produits en fait qu'on utilise en traitement de fond de la constipation, voilà. Qui nettoient, quoi, qui vous font... qui régularisent le transit. On va donner des conseils, des consignes diététiques aussi, de demander aux patients de boire davantage, de consommer des fibres, puisque ça va permettre d'hydrater puis de faire descendre les selles. Donc ça fait partie de la prise en charge de la fissure. Et puis on va donner des traitements. Donc le traitement, ça va être parfois les anti-inflammatoires, et on va utiliser aussi des suppositoires qui contiennent des corticoïdes. Les corticoïdes, c'est anti-inflammatoire, avec une préparation magistrale qu'on va faire par le pharmacien, donc, et qui va avoir pour vertu de réduire la pression. Parce que la particularité de la fissure, c'est qu'il y a une contracture du sphincter de l'anus, et il faut essayer de lutter contre cette contracture pour que la fissure se referme. Et ces suppositoires enrobés de vasodilatateurs, il y a dedans de la nifedipine, qui est un inhibiteur calcique qui s'utilise pour l'hypertension artérielle, ça existe en crème et c'est vasodilatateur, et ça va permettre à cette contracture de se relâcher, et ça va aider à la fermeture de cette fissure. Et on peut arriver d'ailleurs, alors là aussi un message important, quand vous avez une douleur anale, plus vous consultez tôt, plus le traitement va être efficace. Dans le cas de la fissure anale, on sait que si le patient consulte dans le premier mois, on a 3 chances sur 4 qu'elle cicatrise avec le traitement médicamenteux. Si ça devient chronique, à ce moment-là, ça chute considérablement, et à ce moment-là, en général, ça se termine par une intervention chirurgicale. Donc, si vous avez mal à l'anus, consultez rapidement parce que ça pourrait vous éviter une intervention. Et la fissure, c'est une cause fréquente de consultation. Hein. On parle beaucoup des hémorroïdes, mais on parle rarement des fissures. C'est courant.
Oui, la fissure, c'est extrêmement courant. C'est la deuxième cause de consultation après la pathologie hémorroïdaire. Donc, voilà, c'est les deux choses qu'on voit vraiment le plus souvent en consultation. C'est la maladie hémorroïdaire et la fissure anale. Alors, il y a autre chose dans cette région, ce que vous appelez des infections de l'anus. À quoi ces infections peuvent-elles être dues ? Alors, les infections, il y a la fistule, dont on a parlé tout à l'heure. C'est au départ, si vous voulez, il y a une zone anatomique qui s'appelle la ligne pectinée avec des cryptes. Et c'est une zone un petit peu de repli, si vous voulez, les cryptes de Morgani. Donc, les selles vont se mettre dedans, dans ces petits replis-là. Et puis, les selles, évidemment, il y a des bactéries dedans. C'est notre microbiote qui termine son trajet et qui arrive en bas. Et ces bactéries vont avoir tendance à passer dans ces petites interstices et à rentrer et faire une espèce de tunnel de pus qui va progresser plus ou moins loin. C'est ça la fistule anale, en fait. Et si vous voulez, quand la fistule anale grossit, elle va finir par se collecter, donc par se ramasser en quelque sorte dans une boule, et ça va donner l'abcès. Et l'abcès, ça va être du coup une boule autour de l'anus qui est en fait la fin de la fistule anale, qui elle démarre à l'intérieur. D'autres infections ? Alors, je buvais pendant que vous racontiez ça. J'avais c'est pas grave, ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Donc, si vous voulez, après il y a les dermites, les dermites anales, c'est-à-dire les inflammations ou les infections de la marge anale, qui sont une cause de consultation fréquente. Donc, ça peut être souvent des démangeaisons. Donc, il y a la mycose, par exemple, mycose anale avec le Candida albicans. Il peut y avoir de l'eczéma. Alors, Candida albicans, c'est... Voilà, c'est un champignon qui va se développer lorsqu'on a une atmosphère humide. Les patients qui sont en surpoids, ils vont avoir un peu plus de macération. Le fait d'être beaucoup dans le pantalon, ou d'utiliser des corticoïdes, ça va favoriser le développement de ce champignon. Et à ce moment-là, ça va donner une inflammation au niveau de l'anus qui va être qui va démanger énormément. Il y a l'eczéma, le psoriasis, donc psoriasis que tout le monde connaît, les coudes, enfin voilà, l'eczéma. Il peut se localiser tout à fait. Dans la région de l'anus. Voilà. Alors grande particularité, c'est que quand j'examine quelqu'un, je vais voir une lésion. Et là, je vais dire, est-ce que vous avez de l'eczéma ou du psoriasis ? Alors, des fois, ils me répondent oui. Ils sont étonnés que je leur pose la question, d'ailleurs, puisqu'ils ne pensent pas que ça peut être là. Mais des fois, il n'y a pas. Et des fois, ça démarre au niveau de l'anus. Donc, vous pouvez avoir un eczéma de la marge anale sans avoir jamais eu d'eczéma. On va proposer un diagnostic à ce niveau-là. Non, il faut chercher. On y arrive. Et puis, il y a le fameux poil dans le sillon fessier. Alors ça... Ah oui. Le sinus pilonidal ou kyste pilonidal. Kyste pilonidal. Deux noms. Kyste pilonidal ou sinus pilonidal. C'est les deux noms, c'est des synonymes, donc on peut utiliser les deux. Donc vous allez avoir dans ce cas-là effectivement un poil qui va s'inverser, re-rentrer vers l'intérieur, à rebrousse-poil, c'est le cas de le dire, et puis à ce moment-là, inflammer la zone, puis l'infecter, et ça va partir, ça va faire un gros sillon qui va être au niveau du coccyx en quelque sorte. Vous allez avoir une boule inflammatoire coccygienne à ce moment-là, et ça va faire mal et le patient va consulter. Donc là, c'est casse-pied, ça par contre. Bon, le message ce matin, c'est n'ayez pas peur d'aller et de consulter un proctologue. Oui, je crois que vraiment, il faut enlever le tabou. Alors, j'insiste sur un point. D'abord, la fissure, donc on ne va pas aller plus loin. Deuxièmement, si le patient a mal, on s'arrête. C'est-à-dire que, voilà, on s'arrête si le patient dit « j'ai mal parce que c'est une fissure ». D'abord, on ne doit pas aller plus loin. Et puis, troisièmement, un examen proctologique bien fait, avec les lubrifiants, etc. On utilise évidemment des lubrifiants. Eh bien, ça ne doit pas faire mal. Un examen proctologique bien fait ne doit pas faire mal. C'est que tout le monde imagine finalement l'examen. Ce qui est normal. C'est l'abattoir, mais voilà, les gens effectivement craignent beaucoup. C'est pour ça que une minorité consulte finalement, alors qu'en fait, voilà, faut pas avoir peur de ça parce que ça peut quand même éviter de gros soucis de consulter pour ça. On va parler de l'intolérance alimentaire, intolérance ou allergie alimentaire, et notamment celle au lactose. Quelle est la différence entre une intolérance alimentaire et une allergie alimentaire ? Alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que dans l'allergie, si vous voulez, ça va faire intervenir le système immunitaire. C'est-à-dire que vous prenez un aliment et vous allez activer votre système immunitaire. Dans l'intolérance, il n'y a pas ça, c'est-à-dire que vous allez juste avoir un aliment qui va entraîner un symptôme ou un dysfonctionnement. Mais ça ne fait pas intervenir le système immunitaire. C'est pour ça que dans l'allergie, hormis les symptômes digestifs que vous pouvez avoir,
il y aura potentiellement d'autres symptômes. Problèmes respiratoires, problèmes de peau, de l'urticaire, de l'eczéma, etc. Dans l'intolérance, il n'y aura pas ça. Il y aura juste le symptôme digestif. Et effectivement, les produits laitiers, c'est une bonne illustration de ça. Alors, on parle de l'intolérance au lactose. Elle vient d'où, cette intolérance au lactose ? Alors, en fait, on a une enzyme qui est la lactase. On l'a en quantité importante à la naissance et on va avoir ce taux d'enzyme qui va diminuer. Cette enzyme, la lactase, elle va permettre de dégrader justement le lactose. Le lactose, il va être dégradé en 2 sucres différents. Et il va être absorbé. C'est un sucre, le lactose. C'est un sucre, tout à fait. Et qui va être à nouveau, grâce à cette enzyme, scindé en 2. Si c'est bien fait, il ne se passera rien, il n'y aura pas de symptômes. En revanche, si cette enzyme est un peu manquante, ce qui arrive régulièrement dans un pourcentage important de patients, à ce moment-là, vous allez avoir plus de lactose qui va arriver dans le côlon. Donc ce lactose qui n'a pas pu être dégradé avant va fermenter en quelque sorte avec les bactéries intestinales et ça va dégager à ce moment-là beaucoup de gaz. Donc ça va donner des ballonnements et des flatulences. Et puis deuxième chose, ça va faire un appel d'eau et ça peut occasionner la diarrhée. Voilà ce qu'est. C'est une accumulation finalement de lactose qui n'a pas pu être dégradée comme il se doit par la lactase, par cette fameuse enzyme. Alors, est-ce que c'est fréquent ? Parce que j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Oui, c'est très fréquent, l'intolérance au lactose. Alors, on estime que ça représenterait environ 20% des gens qui auraient une intolérance au lactose. Alors, attention, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a plusieurs degrés. Il y a des gens, ils vont être gênés quand ils prennent un demi-litre de lait, et d'autres, ils vont être gênés dès qu'ils boivent un demi-verre de lait. Donc, on n'a pas du tout le même... Tout le monde a un taux de lactase différent, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que ça dépend beaucoup de la quantité, premièrement. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous l'ingérez aussi. Ça, c'est aussi un point important. Donc... c'est pour ça que les gens, avec le temps, vous disent voilà, moi, avec l'âge, je digère plus le lait. Donc, ça pourrait être une intolérance au... Tout à fait, parce que la grande particularité, contrairement à l'allergie aux protéines du lait de vache, qui est là, pour le coup, une allergie et qui est non pas liée au lactose, qui est un sucre, mais liée à la protéine du lait de vache, la caséine, où là, si vous voulez, on va avoir un phénomène qui va être plutôt toucher l'enfant et l'adolescent ou le nourrisson. Le lactose, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est avec un pool de lactase, de l'enzyme nécessaire important, qui va décroître. Et donc, c'est tout à fait classique de voir apparaître les symptômes chez l'adulte. D'accord. Le lactose, on en trouve dans quel type d'aliments ? Alors, grande question et grande précision à apporter. Souvent, les naturopathes disent aux patients... Alors, ils font des tests qui servent... Alors, il y a un test, il y a un autotest d'intolérance au lactose, notamment, qui cartonne en ce moment. Oui, alors il y a des autotests, ils sont vendus, je crois, dans les 10 €. Le but de ces sociétés, c'est de vendre le test et puis de vendre derrière des produits si vous êtes intolérant. Alors les produits, moi je les déconseille. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas prendre des gélules de lactase toute votre vie pour pouvoir boire du lait, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, et le test sert à rien non plus à mon avis, puisque en fait, les patients, quand on les voit en consultation, ils ont identifié par eux-mêmes, si vous voulez, le fait qu'ils ne supportaient pas le lait. Ils disent, voilà, je prends du lait, j'ai tout de suite des symptômes. Donc, il n'y a pas besoin de faire des tests pour mais le test vous confirme que vous êtes bien intolérant, quand même. Non, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si vous prenez du lait et que vous avez des symptômes digestifs, c'est que vous êtes intolérant. 100% des cas. Donc, il ne faut pas se poser de questions. Maintenant, la nuance, c'est que souvent, les naturopathes disent aux gens, arrêtez tous les produits laitiers. Et ça, c'est une grave erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du lactose, vous allez en avoir dans le lait, vous allez en avoir dans les fromages frais, type fromage de chèvre, et vous allez en avoir dans les crèmes. En revanche, dans le beurre, il n'y en a pas. Dans le camembert, il n'y en a pas. Et donc, vous pouvez manger du beurre et du camembert. Zéro lactose. Voilà, il n'y a pas de lactose dedans. D'ailleurs, j'ai mis un post sur Instagram là-dessus, tout récemment. Et puis, les yaourts qui sont fermentés. Donc, en fait, il y a du lactose dans le yaourt, mais comme c'est fermenté, en général, c'est très bien digéré, puisqu'il n'y a plus besoin de le digérer, en fait, si vous voulez. Donc, en fait, quand vous êtes intolérant au lactose, c'est-à-dire que vous ne supportez pas le lait, il ne faut pas arrêter tous les produits laitiers. Parce que les produits laitiers sont utiles et vous apportez du calcium, notamment. Donc, vous pouvez consommer du beurre, du camembert et puis des yaourts sans aucun problème. D'accord. Tout ce qui est alors les fromages, le comté, les mentales, voilà. Tout ça. Oui, les fromages à pâte dure, il n'y a plus de lactose dedans. Hein. Donc en fait, vous pouvez les consommer aussi. J'ai cité le camembert, mais c'est vrai pour tous les fromages à pâte ferme ou même semi-molle.
Alors, il y a des intolérances au lactose qu'on appelle des intolérances secondaires. Donc, elles sont dues à quoi, ces intolérances? Alors, secondaire, c'est ce que je vous indiquais, c'est-à-dire qu'en fait, avec le temps, le taux de lactase va diminuer, et donc, en fait, ça va apparaître secondairement. Ça, c'est la première chose. Et puis, des fois, ça peut être déclenché par une pathologie intercurrente, c'est-à-dire j'ai une gastro-entérite sévère, une tourista, voire dans les cas les plus graves, une maladie inflammatoire. Et ça va évidemment abîmer l'intestin et ça va un peu, en quelque sorte, décompenser, si vous voulez, l'intolérance, puisque ça va modifier la muqueuse. Alors en général, dans ces situations-là, le patient va effectivement avoir une période qui peut aller de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec une intolérance au lait, etc. Mais ça va finir par disparaître. D'ailleurs, dans certaines maladies inflammatoires, on demande de supprimer le lait et les produits laitiers. Alors ça, c'est pas obligatoirement une bonne idée. C'est une bonne idée si on est en poussée, si la personne est en poussée, si vous voulez. Là, ça peut... quelqu'un qui a beaucoup de sel, effectivement, c'est logique. Par contre, quand vous êtes en rémission, il n'y a plus aucune raison de ne pas consommer de produits laitiers, ni de fibres d'ailleurs. Les symptômes sont très semblables aux symptômes de l'intestin irritable d'ailleurs. Donc comment on fait la différence? Alors c'est très compliqué. D'ailleurs, il y a un dossier sur Top Santé de juillet qui est sorti, dont je suis l'expert, de 8 pages sur les intolérances alimentaires. Et la journaliste qui m'a interviewé m'a dit « Oh là là, mais je croyais que c'était super simple. En fait, je m'aperçois que c'est très très compliqué. » Alors effectivement, il faut une expertise pour les intolérances alimentaires. C'est pour ça qu'il y a pléthore de sites, de conseillers, de pseudo-conseillers qui vous donnent des conseils tous azimuts. En fait, c'est très complexe et il faut distinguer le lactose, le fructose, le gluten, etc. Donc voilà, il y a une vraie, si vous voulez, chronologie à respecter, des phases d'élimination, des phases tests en quelque sorte, pour arriver finalement à cerner le patient. Mais cette intolérance, on la soigne ou pas, ou on vit avec? Pour le lactose? Ouais. Alors on la soigne pas, on vit avec, on consomme tout ce qu'on a droit, on évite le lait et les crèmes, puisque ça, en général, c'est mal toléré, et puis prendre des gélules de lactase, ça n'a aucun intérêt, vous n'allez pas prendre des gélules tous les jours pour boire du lait, ça n'a pas de sens. Bon, par contre, en revanche, si vous voulez, je sais pas, faire une raclette, vous voulez pas être malade, et vous en avez envie, bah, vous prenez une gélule de lactase très ponctuellement, pourquoi pas? Vous voyez, très ponctuellement, pourquoi pas? Quand on veut faire un excès, qui vous aidera à passer la raclette. Voilà, c'est ça. On parlait tout à l'heure de l'allergie à la protéine du lait de vache. Comment elle s'appelle, cette protéine? Alors, c'est la caséine. Ouais. Et il y a la petite caséine, mais c'est la caséine, la protéine principale du lait de vache. Donc là, ça démarre, si vous voulez, chez le nourrisson, chez l'enfant, et ça a tendance à diminuer chez l'adulte. Donc, c'est l'inverse, en fait, de l'intolérance au lactose. La différence, c'est que il va y avoir, pour le coup, comme c'est une allergie, donc ça fait intervenir le système immunitaire. Donc, il va y avoir relargage de différentes substances qui vont elles-mêmes entraîner des symptômes type respiratoire, des problèmes cutanés, etc. Donc, il n'y aura pas que, dans ce cas-là, des symptômes digestifs, contrairement à l'intolérance au lactose. Alors, il y a une intolérance qu'on connaît mal, c'est celle à l'histamine. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est que l'histamine? Alors, l'histamine, c'est une substance qui est libérée par les mastocytes. Les mastocytes, ce sont des cellules un petit peu de la sensibilisation et de l'allergie. Et cette histamine va entraîner un tas de symptômes lorsqu'elle est relarguée. Alors, il y a deux manières de la porter, soit par l'alimentation, puisque l'histamine, en fait, vous allez la trouver dans tous les aliments fermentés. Dès qu'un aliment fermente, par exemple, vous sortez votre viande, vous faites un carpaccio, par exemple, il va y avoir de l'histamine qui se met dedans. Un vin, c'est fermenté par définition, dans le vin rouge, vous allez avoir de l'histamine. L'histamine, ça fait chou, c'est voilà, ça, ouais. Tout ce qui est fermenté. En fait, vous n'avez pas d'histamine dans tout ce qui est frais, des légumes, les fruits, la viande. À partir du moment, si vous prenez vos légumes et que vous faites, je sais pas moi, par exemple des poivrons marinés, ça va fabriquer de l'histamine. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, d'une façon schématique, alors il y a des listes évidemment très précises. Quand quelqu'un a une intolérance à l'histamine, on va lui remettre une liste disant voilà ce que vous devez éviter, voilà ce que vous pouvez consommer. Mais globalement, pour faire simple, c'est produits frais, il n'y a pas d'histamine. Produits fermentés ou travaillés, il y aura de l'histamine. Alors comment on sait qu'on est finalement
intolérants à l'histamine. Et Philippe, deuxième moyen d'en avoir trop dans le corps, ça va être la libération par les cellules. Ça peut être secondaire à la prise de certains médicaments, comme les anti-inflammatoires, ou ça peut être parfois une anesthésie générale avec du curare, par exemple, ça peut entraîner une libération d'histamine. Donc il y a différentes possibilités. Alors, s'il y a eu du curare, on ne peut pas être anesthésié. Voilà, c'est pour ça que quelqu'un qui est intolérant à l'histamine, et c'est pour ça que c'est important de le détecter. Or, on considère qu'il y a au moins 1% de la population qui l'a. Donc, il faut que ce soit une pathologie mieux connue pour pouvoir faire les tests et puis identifier effectivement les personnes à risque. Qu'est-ce qui va amener les gens à s'interroger et à consulter finalement ? Alors, les patients... alors, c'est très long en général, avant d'arriver à l'intolérance à l'histamine, parce que les patients consultent, mais c'est une pathologie qui est assez mal connue pour le moment. Donc en fait, finalement, ils essayent un tas de choses et finalement, ils arrivent à consulter, ils voient un interniste ou un allergologue et finalement, le diagnostic est posé. Et c'est l'association des symptômes, là aussi, puisque vous allez avoir pas que des symptômes digestifs, mais il y aura des symptômes respiratoires, ça peut être de la toux, ça peut être une bronchite, ça peut être des problèmes cutanés, etc. Et à ce moment-là, finalement, de fil en aiguille, avec le fait qu'elle observe que tel aliment déclenche des symptômes, et par recoupement, c'est comme ça qu'on arrive en général à suspecter le diagnostic d'intolérance à l'histamine. D'ailleurs, il existe des classes de médicaments qu'on appelle des antihistaminiques. Tout à fait. Et qui servent donc justement à combattre voilà. Donc quand on a intolérance. Tout à fait. Quand on a une intolérance à l'histamine, donc on va le confirmer parfois avec des tests sanguins, mais bon, d'abord c'est coûteux, c'est pas remboursé, donc en général je les utilise pas. Et on va faire un régime d'exclusion, c'est-à-dire qu'on va donner une liste aux patients pendant une période de 2 à 4 semaines, en lui évitant tous les aliments susceptibles d'apporter de l'histamine ou d'être déclencheurs de libération d'histamine. Et on va voir l'évolution. Et puis si le patient, au bout d'un mois, il vous dit, bah voilà, mes symptômes ont disparu, bon, voilà, on a votre diagnostic. La médecine, c'est du bon sens quand même. Pour une grande part, il y a de la connaissance, bien évidemment, il y a de l'expérience, mais il y a du bon sens. Donc si on a une méthodologie, si vous voulez, on arrive... Moi, dans mon expertise, j'arrive dans la très grande majorité des cas à poser les diagnostics sans avoir recours à des examens coûteux non remboursés. Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et puis, je rappelle, Dr William Bérébi, que vous avez vous-même votre propre podcast. Ça s'appelle Merci Docteur. Merci Docteur d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. À bientôt et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.